Alors, du coup, pour revenir au TD1, qui s'est un peu fini vite fait. Donc la suite, donc j'en étais à une espèce endémique. Donc c'est une espèce qui émerge dans un endroit particulier. Et donc en fait, il y a une adaptation locale entraînant la désignation des caractéristiques de l'espèce. Donc en fait, c'est dans un endroit particulier, on va avoir un certain type d'espèce et du coup, il va être en fonction de l'endroit, en fonction de ses caractéristiques. Et donc pour en revenir à Darwin. Donc pour Darwin, une nouvelle espèce émerge d'une forme ancestrale à la suite de l'accumulation graduelle d'adaptation d'un milieu différent. Donc en fait, il va y avoir une accumulation d'adaptation de génération en génération. En fait, c'est ça qui va faire qu'il y a une nouvelle espèce. Donc il y a une espèce A, ensuite il va y avoir des adaptations au fil des générations, et du coup ça va mener à l'espèce B. Et donc une population d'organismes peut subir des modifications au fil du temps parce que les individus possédant certains caractères transmissibles vont engendrer plus de descendants que les autres. Donc en fait, par exemple, je sais pas, il y a une population qui a des yeux bleus d'un coup, et eux ils vont engendrer beaucoup plus de descendants, donc il va y avoir une majorité. Et donc en fait, il va y avoir un tri par sélection naturelle, et du coup, il va y avoir une variabilité entre les individus dans une même espèce. Par exemple, pour la girafe, en fait, c'est que il va y avoir plusieurs girafes au même moment. Il y a des girafes qui vont avoir des coups longs et des girafes qui vont avoir des coups qui sont courts. Et en fait, les coups longs, ils vont être favorisés parce qu'ils pourront plus facilement atteindre la nourriture. Et en fait, du coup, eux, ils vont survivre et les autres, ils vont mourir. Et en fait, de transmission ils vont, leurs descendants, bah, du coup, en fait, ils auront le coup de plus en plus long. Et donc, quand les conditions sont correctes, tout le monde mange, tout le monde peut se reproduire, il n'y a pas de modification de la taille du cou de la girafe, par exemple. Alors que quand les conditions sont défavorables, donc par exemple la sécheresse, moins de feuilles sur les arbres, les girafes sont en compétition pour manger, et celles avec le plus petit cou ne peuvent plus manger, et elles meurent. Et du coup, certaines vont pouvoir manger, mais n'auront pas les caractéristiques physiologiques suffisantes pour se reproduire. Certaines vont pouvoir manger, mais n'auront pas les caractéristiques physiologiques suffisantes pour se reproduire. Il y a alors une conséquence à la génération suivante, et donc seules les plus grandes vont se reproduire. Et donc en moyenne, les individus auraient une taille de cou plus grande. Voilà. Et donc en se reproduisant, ils produisent plus de gènes de grande taille, et du coup c'est ça le principe de la sélection naturelle. Encore une fois, sur une vidéo d'IPV, je crois que c'est le premier cours, on le voit plus rapidement. Ensuite, 5, nous avons la création de nouvelles espèces, donc c'est la spéciation. Donc la spéciation, donc déjà avant de parler de spéciation, nous allons parler de une espèce. Donc qu'est-ce qu'une espèce? C'est un ensemble d'êtres vivants qui descendent les uns des autres, dont les génotypes sont très voisins, d'où leur similitude de forme, de fonction et de mœurs, et qui dans des conditions naturelles ne s'hybrident pas pour des causes géniques, anatomiques, éthologiques, spatiales ou écologiques avec les êtres vivants de tout autre groupe. Donc ça c'est la définition de Grasset. Donc c'est des êtres vivants qui descendent les uns des autres et en fait leur génotype est très voisin. Donc par exemple les humains ils ont des génotypes très voisins et du coup ils ne vont pas aussi s'hybrider, donc en fait ils ne vont pas avoir de modification dans leur structure génétique pour des causes anatomiques, éthologiques, spatiales, etc. ou écologiques avec les êtres vivants des autres groupes. Et donc en fait la nature va mettre en place un certain mécanisme pour empêcher les croisements entre des espèces différentes. C'est pour ça qu'on dit que les chiens ne se mélangent pas avec les chats. Donc, en premier lieu, on a le maintien de l'intégrité spécifique. Donc, il y a l'isolement reproducteur. Qu'est-ce que l'isolement reproducteur? Donc, ce sont des mécanismes prézygotiques. Donc, prézygotique, ça veut dire que c'est tout ce qui est avant la fécondation. Donc, on a un isolement spatial, un isolement temporel, un isolement éthologique et un isolement éthologique. Oula, j'ai dit écologique, pardon, et éthologique. L'isolement spatial, ça veut dire que les espèces ne vivent pas au même endroit et qu'elles ne peuvent pas se mélanger. Donc en fait, un lion d'Afrique et un tigre d'Asie. Donc en fait, c'est, par exemple, il y a eu des expériences qui ont été menées où il va y avoir une population de lions, je crois, de félins, qui ont été bloqués dans un trou, enfin dans un cratère ou je sais plus où. Et en fait, il y a eu ce qu'on appelle un isolement reproducteur, parce qu'au final, ils sont restés que entre eux et ils n'ont pas pu sortir. Et donc en fait, ils ont un isolement, ça c'est dans le cas d'un isolement spatial. Donc ça veut dire qu'ils sont que entre eux et du coup ils sont pas en interaction avec les autres. Et du coup en fait, au fur et à mesure, il va y avoir une espèce qui va plus se ressembler dans ce lieu ici que dans un autre lieu. C'est pour ça qu'on parle des lions d'Afrique et des lions d'Asie. Ils peuvent pas se reproduire entre eux vu qu'ils sont pas à côté. Voilà. Donc c'est à distance. Donc ça marche pas. Ensuite, nous avons l'isolement temporel, c'est-à-dire que se retrouver au même endroit, mais ne pas se reproduire à la même période. Donc au final, ça veut dire qu'il va y avoir une population qui va vouloir se reproduire à tel instant et une autre qui va se reproduire à tel instant. Donc mince, il y a aussi un isolement reproducteur. Ensuite, nous avons aussi l'isolement écologique, c'est-à-dire que vivre au même endroit,
mais pas sur la même niche écologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de rencontre, car il n'y a pas le même type de préférence environnementale. Il y en a qui vont supporter un climat plus humide et d'autres un climat plus sec, par exemple. Donc au final, même s'ils sont au même endroit, c'est comme dans une autre vidéo quand on avait parlé donc, au niveau de l'Afrique et tout, au final, ils ne peuvent pas non plus se reproduire. Et enfin, l'isolement éthologique, donc en fait, c'est développer des comportements particuliers permettant de se reconnaître. Et donc en fait, on constate donc par rapport à cet isolement éthologique, c'est que même au niveau des appareils génitaux, il y a une incompatibilité entre le mâle et la femelle, et du coup, c'est fait en sorte qu'il n'y ait qu'une forme particulière qui puisse correspondre à l'autre pour permettre justement la fécondation. Et donc en fait, une incompatibilité gamétique, donc si l'appareil génital du mâle ne peut pas entrer dans celui de la femelle ou l'inverse, ça veut dire qu'il y a une incompatibilité. Donc c'est un peu comme le principe d'une clé et d'une serrure. Donc si la clé ne fonctionne pas, si la serrure ne fonctionne pas, voilà. Et donc en fait, ça veut dire que s'il y a une incompatibilité gamétique pour les espèces à reproduction externe, parce qu'il y a d'autres animaux qui ont un autre type de reproduction, et donc en fait, il ne va pas y avoir une reconnaissance au niveau cellulaire des gamètes, et donc ils ne pourront pas se reproduire, parce que du coup, au niveau interne, ça ne va pas être reconnu. Donc en fait, ça va être un erreur 404. Voilà. Et donc ces mécanismes existent naturellement. Donc voilà, donc soit on a un isolement, donc par rapport au mécanisme prézygotique, donc qui concerne l'isolement reproducteur. Donc prézygotique, ça veut dire avant la fécondation, on a l'isolement spatial, donc ils ne vivent pas au même endroit, ils ne peuvent pas se mélanger. Temporel, ils sont au même endroit, mais ils ne se reproduisent pas à la même période. Écologique, ils vivent au même endroit, mais pas ils n'ont pas les mêmes types de préférences environnementales. Et au niveau éthologique, ça veut dire que c'est des comportements qui leur permettent de se reconnaître entre eux. Ensuite, on a également des mécanismes post-zygotiques, donc c'est des mécanismes qui ont lieu après la fécondation. Donc ça peut être une incompatibilité embryonnaire, donc le zygote ne se développe pas, une mortalité infantile, donc le petit qui naît et qui meurt, une stérilité des hybrides, donc par exemple la fécondation elle a lieu, le petit se développe, mais une fois adulte il devient stérile et ne peut pas se reproduire, parce qu'en fait il manque des chromosomes dans les gamètes, donc le mulet par exemple c'est le petit de l'âne et de la jument, ou une dégénérescence des hybrides. Donc il y a fécondation, le petit se développe et se reproduit, mais il y a un arrêt à la seconde génération car le petit n'est pas viable. Donc par exemple, le ligre, qui est un mélange du lion et de la tigresse, qui c'est un mâle stérile, et le tigron, c'est le tigre et d'une lionne, et les mâles sont stériles, et le gros lard, c'est le grizzly et l'ours polaire. D'accord. Donc soit on a une incompatibilité embryonnaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir une rencontre des gamètes au niveau interne, mais le zygote ne se développe pas, donc il n'y a pas de cellule œuf qui va donner un embryon. Soit on a une mortalité infantile, donc en fait il y a le zygote qui se développe, nanana, et en fait le petit naît, mais ensuite il meurt. Voilà. Donc ça c'est la mortalité infantile. La stérilité des hybrides, ça veut dire qu'il va y avoir une fécondation, il va y avoir un développement embryonnaire, il va y avoir une naissance, il va se développer, mais il ne pourra pas avoir d'enfant. Donc il est stérile. Et enfin, la dégénérescence des hybrides, c'est-à-dire qu'il va y avoir une fécondation, le petit va se développer, il va se reproduire, mais il y a un arrêt à la seconde génération parce que le petit n'est pas viable. Donc ça, ce sont des mécanismes post-zygotiques. Donc juste pour revenir, le mécanisme pré-zygotique, c'est tout ce qui a lieu avant la fécondation. Donc en fait, tout ça, c'est des mécanismes d'isolement reproducteur. Donc il va y avoir ce qui est avant la fécondation, donc l'isolement spatial. Donc spatial, c'est qu'ils ne sont pas au même endroit. Isolement temporel, ils ne se reproduisent pas à la même période. Écologique, donc ils n'ont pas les mêmes préférences environnementales. Éthologique, c'est les comportements qui permettent de se reconnaître. Et donc parmi l'isolement éthologique, donc il y a la forme des organes reproducteurs. Donc ils doivent être compatibles. Et donc ensuite, ça c'est les mécanismes pré-zygotiques. Et enfin les mécanismes post-zygotiques, donc après la fécondation, on va avoir une incompatibilité embryonnaire, donc le zygote ne se développe pas. Donc voilà, il ne se développe pas. La mortalité infantile, donc il naît et il meurt à la naissance. La stérilité des hybrides, donc il peut y avoir une fécondation, mais quand il naît, il ne pourra pas se reproduire après. Et la dégénérescence des hybrides, c'est qu'il y a une fécondation, il pourra se reproduire, mais la descendance qui a lieu encore après n'est pas viable. Voilà. Et donc parmi les voies de reproduction des nouvelles espèces, l'évolution de base proposée par Darwin, c'est ce que l'on appelle l'anagénèse, donc c'est une évolution graduelle. Donc nous avons la cladogénèse et enfin l'hybridation. La cladogénèse, c'est le type d'évolution le plus fréquent. C'est-à-dire que c'est le même principe, mais qu'en fonction du temps, l'espèce ancestrale, elle se sépare
en conséquence des conditions environnementales et de nouvelles espèces continuent à se développer. Et donc en fait, ça veut dire qu'à partir d'une espèce, il va en résulter plusieurs autres. Donc pareil, c'est le principe de la sélection naturelle. Et enfin, donc ça c'est la cladogénèse, donc c'est l'évolution la plus fréquente, c'est des espèces qui vont en fait d'autres qui vont s'éteindre et d'autres qui vont se développer petit à petit. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est la sélection naturelle, donc ceux qui vont être favorisés par l'environnement et ceux qui vont être, comme l'environnement favorise leur existence, elles vont continuer. Et donc ça c'est la cladogénèse. Et donc en fait, et il y a l'hybridation, c'est-à-dire que l'espèce A et l'espèce B, avec des conditions particulières, vont pouvoir se croiser. Et donc en fait, il va y avoir chez certaines espèces une multiplication du stock génétique, ce qui fait que chaque chromosome va retrouver l'identique. Et donc en fait, c'est des espèces qui vont pouvoir se croiser dans des conditions particulières, l'hybridation. Voilà, donc ça c'est les voies de production de nouvelles espèces. Donc ça c'est par exemple le cas du maïs qui est produit par l'homme. Voilà, ensuite, juste pour revenir sur la fin de ce TD, donc pour permettre le maintien de la spéciation géographique, nous avons donc l'allopatrie, donc le maintien allopatrique, et enfin les pinsons de Darwin qu'on clôturera avec ça. Donc l'allopatrie, donc l'espèce nouvelle occupe une aire géographique isolée, donc ça va être une barrière physique, fleuve, précipice, montagne, par rapport à l'espèce ancestrale. Et du coup, en fait, il va y avoir un isolement géographique des différents groupes. Ah, ça c'est le maintien de la spéciation géographique. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure avec les félins, je sais pas quoi. Donc l'isolement géographique de différents groupes. Donc en fait, chaque groupe va expérimenter des conditions. Donc en fait, on va avoir une aire géographique qui va être isolée par un fleuve, un précipice, une montagne. Et donc en fait, il va y avoir un isolement géographique des différents groupes. Et du coup, chaque groupe va expérimenter des conditions environnementales différentes. Et du coup, ils vont acquérir des caractères génétiques spécifiques par adaptation environnementale. Et donc en fait, par exemple, il y a des poissons qui vont être séparés par un fleuve. Et du coup, ceux qui vont être en haut du fleuve, ils ne vont pas vivre de la même façon que ceux qui sont en bas du fleuve. Donc ils vont expérimenter des caractères différents. Et du coup, il va y avoir des caractères génétiques spécifiques par adaptation environnementale. Et donc en fait, au fur et à mesure, nos groupes sont de plus en plus différents, car adaptés à des environnements différents, à tel point que l'isolement reproducteur est touché, et par conséquent, les espèces ne peuvent plus se reproduire entre elles. C'est-à-dire qu'au bout de plusieurs années, si on ramène les espèces ensemble, ils ne pourront plus se reproduire, parce qu'en fait, ils ont déjà des développements génétiques spécifiques qui sont développés. Et donc en fait, ça veut dire que d'une seule espèce initiale, on aboutit à deux espèces séparées. Donc ça, c'est le maintien de spéciation géographique allopatrique. Et donc, si l'isolement reproducteur est touché, il va y avoir des mécanismes qui vont naturellement empêcher le croisement entre les deux espèces. Et donc, la spéciation allopatrique est la plus fréquente et s'explique par des milieux fragmentés. Donc, on prend une même catégorie de poissons, on les met dans deux fleuves différents, ils vont s'adapter de façon différente et du coup, ça amène à deux espèces différentes qui ne pourront pas se reproduire. Et enfin, l'exemple des pinsons de Darwin. Donc, l'exemple des pinsons de Darwin, Geospiza de l'archipel des îles Galapagos. Donc, d'une seule espèce de pinson, on est passé à 14 espèces différentes. Et en fait, les îles n'ont pas le même climat et donc pas la même végétation. Et ça veut dire que sur une île sèche, pour survivre, les végétaux doivent produire des graines qui ne se dessèchent pas. Et donc, les graines auront une coque sèche pour pouvoir dormir et se développer lorsque les conditions seront plus favorables. Et donc, en fait, les oiseaux qui devront avoir un bec assez costaud pour se nourrir. Et donc, en fait, donc, ceux qui vont survivre, ça va être les oiseaux qui ont des becs assez costauds. Et donc, ça, c'est ce que l'on appelle la radiation. Là, c'est ce qu'on appelle la radiation adaptative. Donc, lorsque l'espèce ancestrale donne beaucoup de nouvelles espèces. Donc, dans le cas, donc, une espèce de pinson qui en donne 14, c'est la radiation adaptative. Donc, lorsque l'espèce ancestrale donne beaucoup de nouvelles espèces. Radiation adaptative, l'espèce ancestrale donne beaucoup de nouvelles espèces. Donc sur le continent, il y avait des espèces ancestrales, puis il y a eu une spéciation par adaptation à l'environnement, et les oiseaux survivants ont colonisé les différentes îles. Donc en fait, au final, il ne reste que les oiseaux qui ont un bec assez costaud pour se nourrir. Voilà, sélection naturelle, encore une fois. Et donc au fur et à mesure du temps, les oiseaux s'adaptent à leur environnement, ils survivent et ils colonisent une autre île, ce qui permet la création d'une nouvelle espèce, à chaque fois au fur et à mesure. Et donc l'espèce ancestrale, elle s'est séparée en deux, et l'espèce continentale s'est multipliée sur le continent. Voilà. Et donc la séparation de l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé s'explique par une spéciation chromosomique, c'est-à-dire que les hommes ont 46 chromosomes et les chimpanzés en ont 48, et donc à un moment donné, il y a eu une mutation génétique qui s'est manifestée par la fusion de deux chromosomes, ce qui a formé 46 chromosomes chez l'homme. Donc c'est ça la différence entre 46 et 48. Voilà. Et donc il y a eu un isolement reproducteur et les hommes et les chimpanzés ne peuvent pas se reproduire. Non, jure.
Et voilà, c'est la fin pour ce TD.